suis bien sûr Nelson Kunda ou Nelson Kunda. Et puis, j'ai les PhD ou les docteurs. Je suis docteur en gestion des marketing depuis l'Université de KwaZulu-Natal. Je suis spécialiste dans le marketing numérique. Et comme je viens de le dire, présentement, cette soirée, nous allons nous atteler sur le marketing vert, voir son importance, bien sûr, de la conservation de la nature parce que cette plateforme est dédiée simplement pour la conservation de la nature. Mais pour ces gens, bien sûr, qui veulent dans plus d'informations concernant ma personne, je suis là pour le voir avec cette photo qu'il a utilisée. Et comme je le disais, mon nom complet, c'est Kagabo Kunda Nelson. Et je viens de la République démocratique du Congo. Un petit peu, dans quelques semaines, je vivais à Goma, mais à cause de l'électricité, de problèmes de connexion et de problèmes aussi de sécurité. Je vis actuellement à Gisenyi. C'était, pour les gens qui ne connaissent pas Gisenyi, c'est une ville près de Goma. Alors, c'est là que je vis au Rwanda. Et elle a souligné que je ne sais pas exactement la date de naissance, mais je garde officiellement le 21 août 1988 comme ma date de naissance. Et comme elle vient de le dire, de souligner aussi, je ne veux pas m'atteler sur mon cursus des études de base, mais plutôt je veux commencer sur un cursus académique qui commence avec UNESA, avec bachelor, baccalauréat en génie civil, puis ma COSA avec baccalauréat gestion des affaires spécialisé en marketing, et puis à l'université de KwaZulu-Natal avec un master PhD. Alors, sans pour tarder, nous allons commencer avec l'introduction de ce que nous allons parler cette soirée. Comme vous pouvez les constater, vous les constaterez avec moi, vous constaterez que ces dernières années, il y a eu l'utilisation du marketing pour la conservation de la nature qui suscite plus d'intérêt. Et spécifiquement, les entreprises utilisent le marketing vert pour promouvoir les produits de services respectueux de l'environnement ayant un impact positif sur la planète. Et comme vous allez le voir aussi, nous noterons que le mouvement de marketing vert est un domaine un peu de croissance et compte tenu des gens qui exigent de plus en plus de produits et de services durables. Et ce phénomène ou ce mouvement peut jouer un grand rôle dans la conservation de la nature, qui est la pratique de la protection de gestion de l'environnement naturel. Voilà. Alors, pour continuer, vous pouvez voir que ce sont ces rôles ou importances qui je m'attellerai sur cette soirée. Cela veut dire, bien sûr, que pour mieux comprendre exactement ce que je vais parler, alors nous allons tout d'abord réviser la définition de la conservation de la nature, celle du marketing vers et leur petit historique, afin que les gens du domaine, qui ne sont pas du domaine, puissent avoir une idée générale de qu'est-ce qu'est la conservation de la nature, qu'est-ce que le marketing vert du Vienne, bien sûr. Et puis, nous allons aussi parler des rôles ou importance de ce genre de marketing dans la conservation de la nature, bien sûr, et des exemples pratiques. Puis, nous aborderons les défis. Finalement, je donnerai les conseils de comment surmonter ces défis de marketing vert. Et à la fin de compte, s'il y aura une personne ou des gens qui ont des questions, je donnerai les stades pour qu'ils me demandent des questions. Voilà donc ce que je veux parler cette soirée. Alors, pour ces gens qui n'ont pas prêté attention de ce que je veux parler en bref, nous attirerons, nous pencherons sur la définition de la conservation de la nature et le marketing vers le bref historique pour mieux comprendre notre sujet. Et puis, nous parlerons de l'importance du marketing vers aussi dans la conservation de la nature. Et à la fin des comptes, nous allons dire les défis du marketing vers et comment en surmonter. Sans pourtant tarder, alors, nous commençons avec la conservation de la nature et son petit historique. Alors, la conservation de la nature pour certaines personnes, comme peut-être penseront que le date d'hier, mais la conservation de la nature, qui est la pratique de la protection de gestion de l'environnement naturel et qui comprend un grand éventail d'activités telles que la protection des espèces menacées, la conservation des forêts et des zones humides, ou la gestion des pollutions. Et l'histoire, son histoire date depuis longtemps, d'ailleurs depuis l'Antiquité, parce que vous noterez que les Babyloniens, d'ailleurs les Égyptiens, avaient établi des lois pour protéger certains animaux et plantes. Et le mouvement, cependant, le mouvement de conservation moderne commence avec le deuxième siècle, lorsque les gens commencent à réaliser l'importance de protéger
la nature des effets de l'industrialisation. Et puis, et la conservation a continué et les événements le plus marquants, l'un des événements le plus important de l'histoire de la conservation de la nature commence avec la création du tout premier parc national de Yellowstone en 1872. Mais je veux parler quelque chose là-dessus. Il y a certains ouvrages, certains articles qui disent que Yellowstone n'était pas exactement le premier parc national à être créé. Il y aura un autre parc national que je vous donnerai ou que je vous dirai. Alors, et puis, de nombreuses au XXe siècle, le mouvement de conservation a continué, bien sûr, de croître. De nombreuses nouvelles lois, réglementations ont été adoptées pour protéger la nature. Et de nombreuses nouvelles organisations ont été fondées pour promouvoir aussi la conservation. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, la conservation de la nature est plus importante que jamais parce que cette soirée nous parle de la conservation. Si ce n'est pas importante, alors on ne peut pas nous être ici, bien sûr, pour la parler. Et le monde est confronté, bien sûr, à un certain nombre de défis environnementaux tels que le changement climatique, la pollution, la perte d'habitat. Et bien sûr, vous noterez que la conservation de la nature est essentielle alors à la protection de la nature et de ses ressources naturelles pour les générations futures. Alors, c'est ça un petit peu avec la conservation de la nature, son petit historique, sa définition. Mais nous pouvons voir aussi les dates clés, bien sûr, qui ont marqué la conservation de la nature. Alors, ce que nous noterons un peu après, je ne sais pas pourquoi vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec la ok, je suis là. Alors, nous pouvons noter que le mouvement de la conservation de la nature donc, a parcouru un long chemin. Et il reste beaucoup à faire, bien sûr, et nous devons faire tous nos moyens afin que nous puissions protéger notre planète. Et voici, bien sûr, quelques étapes clés de l'histoire de la conservation de la nature que nous allons voir tout à l'heure. Et peut-être vous avez vu cette figure, c'est un monsieur que nous avons, qui était nommé John Evelyn, qui a vécu entre 1620 et 1706 et qui avait publié pour la première fois un ouvrage qui est intitulé Silver, et c'était un livre sur la foresterie et milité sur la conservation des arbres en 1664. Et puis, nous avons aussi la création du tout premier parc national. Comme je vous disais, il y a un petit problème entre les historiens. Il y a ceux qui disent Yellowstone était le premier parc national, mais il y a aussi d'autres ouvrages qui disent le parc national de Boca Una dans la Mongolie, qui a été créé en 1783, était le premier parc national. Bien sûr, vous noterez qu'il y a une différence entre 1783 et 1778. Il y a aussi l'histoire de la création de parcs nationaux ne s'attelle pas ou ne s'accorde pas sur vraiment la date précise de la création de ces parcs. Bien sûr, ces historiens ou s'il y a une personne qui veut approfondir cette connaissance, alors c'est à elle de continuer, mais je suis là pour ne plus que vous informer des grandes lignes, des grandes étapes de la conservation de la nature. Aussi, il y a eu le Yellowstone qui a été créé en 1870. Et puis, nous avons assisté pour la création, la première fois pour la création, bien sûr, de International Union for Conservation of Nature. Pour ceux gens qui ne comprennent pas anglais, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature qui a été créée en 1948. Et puis, pour la première fois, nous avons assisté à la première conférence des Nations Unies pour la conférence de la nature en Suède en 1972. Et puis, nous avons aussi les WWF en français, en anglais c'est World Wide Fund ou en français c'est le Fonds mondial de la nature qui avait été créé en 1661. Puis plus récemment, nous avons aussi en 1992 l'adaptation de la conservation de la diversité biologique. Vous avez peut-être vu ces logos. Et puis tout récemment, en 2015, l'adoption des objectifs de développement durable et cette image vraiment est fameuse. Donc, c'est là la conservation de la nature, son historique, avec les dates clés de cette conservation de la nature. Parce que nous venons maintenant de réviser la conservation de la nature, il faut passer sur le marketing vert. Nous apprenons que le marketing vert est la pratique qui consiste à promouvoir des produits ou services respectueux de l'environnement
ou ayant un impact positif sur la planète. Il est un domaine plus récent, mais aussi croissant. Nous allons parler un petit peu sur ces phénomènes qui croissent, récents et croissants. Par exemple, en remarquant qu'avec euh, la, la croissance. Avec la croissance, nous noterons que le gens demande de plus en plus de produits ou de services durables et nous les connaissons parce que nous constatons certaines statistiques qui projettent le marketing vert comme une tendance qui va probablement continuer à s'accentuer. Et ce genre de statistiques sont là, certaines statistiques sont là. Par exemple, 88% de consommateurs assument que les entreprises devaient assumer leurs responsabilités sur de leurs activités ou de l'impact de leurs activités sur l'environnement. Et puis, nous avons aussi 66% des consommateurs mondiaux qui sont prêts à payer plus pour des produits durables. Et puis, nous noterons que 73% des consommateurs sont de plus susceptibles à faire confiance à une entreprise ou aux entreprises qui sont engagées en faveur du développement durable ou la conservation de la planète. Et puis, nous pouvons noter aussi le marché de marketing vert qui va accroître jusqu'à 6 et 8 milliards de dollars en 2027. Et à la fin, simplement, je vais vous donner euh, de simples statistiques parce qu'il y a il y a des grandes statistiques sur ceux qui estiment que le marketing vert vraiment est aujourd'hui une tendance. Nous voyons que plus de 50% d'entreprises ont utilisé le marketing vert au cours des 5 dernières années. Alors, avec ce genre de statistiques, nous pouvons estimer maintenant que le marketing vert est un phénomène vraiment en pleine croissance. Mais aussi, nous avons dit que c'est un phénomène récent, ce qui nous amène à dire un petit peu sur son historique. Et puis, nous pouvons le tracer d'ailleurs depuis les années 70, 80, là où le marketing vert a été inventé. Et dans le début, il a été marqué par de nombreux greenwashing. Je veux aussi parler greenwashing un peu sur ces phénomènes ou les concepts qui les entreprises de faire des déclarations fausses, trompeuses sur les avantages environnementaux de leurs produits. Cependant, à mesure que les consommateurs sont devenus de plus en plus informés sur les questions environnementales, bien sûr, vous noterez qu'ils sont devenus plus sceptiques quant aux allégations de greenwashing. Et puis, dans les années 90, bien sûr, la demande de produits et services respectueux de l'environnement a augmenté. Et cela a conduit à un boom de marketing vert. De nombreuses entreprises ayant lancé de nouveaux produits et des services présentant des avantages environnementaux se sont introduites. Et puis, dans les années 2000, nous avons assisté, bien sûr, aussi au marketing vert qui a continué en popularité. Et l'approche est devenue globale. Les entreprises adoptent une approche aussi plus globale que de la durabilité. Et cela comprenait bien sûr des éléments tels que la réduction de leur impact environnemental tout au long de leur chaîne d'approvisionnement et la fabrication de produits plus recyclables. Et aussi aujourd'hui, comme vous le constaterez peut-être, le marketing vert est un domaine mature maintenant. Les entreprises, alors, ont de plus en plus recours au marketing vert pour se différencier de leurs concurrents et séduire les consommateurs souciés maintenant de l'environnement. Parce que nous présentons aussi un sujet sur l'environnement et vous connaîtrez, vous aurez une grande idée sur la conservation de la nature. J'espère que vous aussi, vous serez parmi ceux gens qui sont souciés d'approvisionner, approvisionner leur de produits verts ou des services verts. Alors, nous pouvons passer aussi sur les quelques dates clés de la conservation du marketing vert, voulais-je dire. Et puis, nous pouvons dire qu'en 17 septembre 1770, il y a eu la toute première célébration du tout premier jour de la Terre. Et puis, en 1975, ou 65, le marketing vert reçoit sa première définition. Et puis, en 1992, 1992, nous avons assisté à l'adoption des déclarations des lieux sur l'environnement et le développement. Et puis aussi, nous avons assisté en 1993 le lancement du premier programme sur la certification environnementale vert aux États-Unis. Et puis, nous avons continué avec les premières publications des normes de management en 1996. Et puis, finalement, le premier système d'évaluation de bâtiments écologiques au LED qui a été lancé en 2005. Donc, ça a été
cela a été vraiment le date clé qui a aussi marqué euh, le l'événement ou l'utilisation du marketing vert. Alors, comme nous venons de voir le marketing vert, sa définition, son historique et la conservation de la nature, bien sûr, alors nous pouvons passer sur l'importance du mouvement ou du marketing vert dans la conservation de la nature. Euh, Vous avez une grande idée maintenant, c'est pourquoi je peux aller droitement sur la conservation de la nature. Comme vous le noterez d'ailleurs, et vous avez compris que le marketing vert et la conservation de la nature sont étroitement liés. Et comme nous l'avons dit en préambule, vous avez remarqué que le marketing est la pratique qui consiste à commercialiser le produit des services respectueux de l'environnement et durable. Et pendant qu'il y a la conservation et la pratique de protection et de gestion de l'environnement. C'est-à-dire que, alors, le marketing peut jouer un grand rôle sur la conservation de la nature. Alors, j'ai identifié quatre rôle ou importance que le marketing vert vraiment peut jouer sur la conservation de la nature. Tout d'abord, il peut aider à sensibiliser les gens ou les consommateurs. Nous tous, nous sommes des consommateurs sur les enjeux environnementaux. Il y a bien de gens qui ne connaissent pas les enjeux vraiment qui veulent ruiner notre planète. Alors, le marketing vert peut aider maintenant à sensibiliser ces gens sur ces questions. Et puis, après avoir sensibilisé les gens, les consommateurs, alors le marketing vert aussi peut servir à encourager les gens ou les consommateurs à choisir des produits et services meilleurs pour l'environnement. C'est-à-dire que après avoir eu une grande idée sur les enjeux environnementaux, alors ces gens ou ces consommateurs peuvent être encouragés à choisir ces produits qui sont durables ou qui ont de l'impact positif sur notre planète. Et après l'encouragement, bien sûr, aussi le marketing peut stimuler aux consommateurs de demander des produits et des services durables. Et ceci peut réduire à une augmentation des investissements, peut conduire, voulais-je dire, à une augmentation des investissements dans la conservation de la nature. Donc, stimuler les gens à demander des produits et des services durables. Et par la fin aussi, le marketing vert peut vraiment contribuer à la création d'un marché plus durable. Comme vous le voyez, vraiment, ce sont des étapes. Tout d'abord, avec la sensibilisation, les gens connaissent les enjeux qui veulent ruiner notre planète. Et après, ils sont encouragés à choisir des services et des produits durables. Et par après, ils ont une stimulation. Ils seront stimulés à demander des produits et des services verts ou des produits durables. Et par après, il y aura une augmentation de marketing durable. Vraiment. Et par après, parce que les gens souvent ont tendance à oublier. Alors, le marketing vert peut être maintenant un sacré vicieux. Là où nous commençons toujours par sensibiliser, et puis après, ça va sensibiliser, nous encourager, les encourager, nous aider sur la simulation, après la création, ainsi de suite, jusqu'à ce que peut-être le monde adoptera le produit et le service vraiment 100% vert. Vraiment, c'est ça, ces quatre grandes importances et quatre grandes importances que j'ai énumérées. Et puis, par après, nous pouvons voir, bien sûr, des exemples pratiques de l'utilisation des marketing verts. Imaginez, par exemple, une entreprise qui vend des aliments biologiques. Elle peut utiliser le marketing vert pour sensibiliser aux avantages de manger des aliments biologiques et encourager les consommateurs, bien sûr, euh, choisir les produits biologiques. Cela peut contribuer à la réduction de la demande d'aliments conventionnels, ce que nous consommons actuellement. Et ce que nous consommons aujourd'hui sont souvent des produits de manière nocive pour l'environnement. Ça, c'est un premier exemple pratique. Mais il y a un autre exemple. Imaginez aussi une autre entreprise qui vend des appareils économes, économes en énergie. Alors, ces entreprises peuvent utiliser le marketing vert pour promouvoir les avantages environnementaux des appareils économes en énergie et encourager les consommateurs à les acheter. Et bien sûr, cela peut contribuer à la réduction drastique des consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre.
Voilà des exemples pratiques. Mais aussi, nous avons des grandes entreprises, des conglomérats qui utilisent bien sûr le marketing vert. Nous avons par exemple Patagonia, certains d'entre vous connaissent Patagonia qui fabrique les habits. Par exemple, vous pouvez voir qui est engagé en faveur du développement durable et l'entreprise utilise le matériau recyclé dans ce produit et a mis à place un certain nombre d'initiatives pour réduire son impact environnemental. Par exemple, Patagonia s'est engagé à retirer tous ses produits des décharges d'ici 2025. Donc, vous comprenez que Patagonia se vraiment à réduire son impact négatif sur la planète. Mais nous avons aussi IKEA qui vend des immeubles. IKEA, bien sûr, peut-être parmi nous, il y a des gens qui ont des immeubles fabriqués par IKEA aussi, a des initiatives de diminuer vraiment son impact négatif sur la planète. Et puis, nous avons d'autres comme The Body Shop qui va des cosmétiques. Il y a aussi Unilever qui est vraiment en Afrique du Sud, vous pouvez le voir un peu partout. D'ailleurs, ici au Congo aussi, avec les Kin Marché, j'ai vu ces produits dans Kin Marché. Alors, ce sont ces grandes entreprises, ce ne sont pas toutes, mais je disais simplement le quatre, je numérais les quatre en guise vraiment de référence, mais il y a une grande liste de entreprises qui utilisent le marketing vert. Aussi, il y a des stratégies que ce genre d'entreprise utilise. Par exemple, si vous voyez les body shop, vous comprenez qu'en 1994, en 1994, il y avait une campagne qu'on appelle Enrich, Now Exploit. Et il a été lancé pour la première fois comme le marketing vert. Et la campagne a sensibilisé à l'importance de l'approvisionnement durable et du commerce éthique. Mais aussi, nous avons Jerry et Ben Jerry's. Ben Jerry's vend des ice creams. En français, peut-être une belle glace, je ne sais pas. Je pense que vous comprenez que qu'est-ce que ice cream. Alors, il a aussi lancé le marketing vers sa campagne était Save Our Sword en 2011 et était un appel à l'action pour la protection des glaciers du monde. Et la campagne a favorablement contribué à sensibiliser aux questions de changement climatique et à l'importance de prendre des mesures pour protéger l'environnement. Nous avons aussi IKEA qui a aussi une initiative, une campagne qu'on appelle Forêt, qui sensibilise à l'importance des forêts et à la nécessité de les protéger. Donc, il y a plus de stratégies vraiment qui peuvent être mises en jeu, afin que les gens comprennent qu'il faut vraiment faire de la conservation de la nature notre priorité. Maintenant, comme nous avons parlé de l'importance du marketing vert, maintenant, il y a aussi le défi que je peux énumérer. Il y a un bon nombre de défis. Alors, j'en énumérerai cinq. Le tout premier problème ou défi, c'est greenwashing. If you, je m'excuse pour l'anglais. Si vous pouvez vous en souvenir, je disais que le greenwashing est la pratique consistant à faire des déclarations fausses ou trompeuses sur les avantages environnementaux d'un produit ou d'un service. Et cela peut être un défi majeur pour le spécialiste du marketing vert comme moi, par exemple, parce que cela peut éroder la confiance des consommateurs et rendre difficile la différenciation de leurs produits de ceux des concurrents. Nous avons aussi un coût élevé parce que vous remarquerez que le produit vert, le service vert, vraiment sont plus chers que les produits conventionnels. Et puis, nous avons le troisième défi euh, qui est là, je ne sais pas, mon ordinateur. Puis, je ne sais pas ce qui se passe avec mon ordinateur. Euh, je ne sais pas si c'est là a vraiment un problème avec sur mon ordinateur. Mais nous l'avons là. Il y a un manque de sensibilisation des consommateurs. Vous comprenez comme ici à Goma, pas nombre, beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment les enjeux qui guettent notre planète. Alors, il y a un manque de sensibilisation des consommateurs, à ce qui concerne la conservation de la nature, la demande des, des produits ou des services verts. Mais le quatrième aussi,
problème de quatrième, qui est aussi l'absence de réglementations gouvernementales comme en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de loi qui régisse exactement les produits ou qui définissent bien sûr qu'est-ce qui est produit ou service vert. Parce que il n'y a pas de définition unique et universelle acceptée de ce qui constitue un produit ou un service vert. Et cela peut rendre aussi difficile pour les entreprises à commercialiser les produits comme état écologique car elles peuvent être accusées d'éco-blanchissement. Et le dernier, bien sûr, c'est la complexité parce que l'impact environnemental d'un produit ou d'un service peut être complexe et difficile d'ailleurs à mesurer. Et il peut donc être difficile pour les entreprises de communiquer les avantages environnementaux de leurs produits aux consommateurs. Mais ces défis ne sont pas toujours des problèmes, même si nous les présentons comme des problèmes, parce que les entreprises vraiment qui s'engagent à produire des produits ou des services verts aussi peuvent utiliser le marketing vert pour attirer les consommateurs souciés ou intéressés à faire des choix respectueux de l'environnement. Voilà euh, ce qui sont des défis de marketing vert. Mais nous pouvons aussi les surmonter. Par exemple, nous avons cinq comme ça stratégies pour le surmonter. Nous avons la transparence, faire de la transparence dans tout ce que vous faites. Il y a la certification. Vous pouvez utiliser les certifications de tierces crédibles pour vérifier vos déclarations environnementales. Si vous dites que vos produits sont vraiment ont d'importance capitale sur l'environnement, alors il faudrait qu'il y ait une personne qui vérifie ces déclarations. Alors, constante éducation, parce que nous avons vu que bon nombre de gens ne connaissent pas les enjeux, des enjeux environnementaux. Et puis aussi, vous pouvez, si vous êtes une entreprise, vraiment, il faudrait que vous ayez vos produits disponibles sur le marché, de fait, de la sorte que lorsque les gens en ont besoin, ils peuvent le voir ou le rencontrer dans le marché respectif. Aussi, nous avons l'association. Si vous êtes deux, trois, quatre, cinq entreprises qui militent sur la même cause et qui est la conservation de la nature, l'environnement, bien sûr, avoir un impact positif sur notre planète, alors vous pouvez vous associer ensemble afin que vous dites avec une seule voix que vous militez pour la conservation de la nature ou la conservation de notre planète. Et à la fin, il faudrait que vous ayez des spécialistes qui seront alertés sur les dernières tendances en matière de marketing vert. Vous pouvez utiliser le marketing numérique. S'il y aura des gens qui veulent que je présente sur le marketing vert, j'en ferai gaiement. Mais pour cette soirée, simplement, nous sommes en train de parler de l'importance du marketing. Alors, comme conclusion, j'ai dit beaucoup de choses. Comme conclusion, nous sommes presque à la fin de notre présentation. Alors, vous pouvez voir ce que nous avons dit. Tout d'abord, nous avons commencé sur la définition de la conservation de la nature des marketing vert. Et puis, nous avons parlé de l'importance du marketing vert dans la conservation de la nature. J'ai énuméré quatre importances ou quatre rôles que le marketing vert peut jouer dans la conservation de la nature. Nous avons dit qu'il peut jouer la sensibilisation des consommateurs aux problèmes, aux questions environnementales. Nous pouvons aussi voir que le marketing vert peut encourager les consommateurs à choisir des produits et des services verts. Aussi, le marketing peut stimuler les gens à la demande ou de demander des produits et services verts. Aussi, il peut être utile à la création du marché plus durable. Et puis, nous avons aussi parlé des défis et comment en surmonter. Nous avons identifié aussi quelques cinq défis comme le greenwashing, qui est une déclaration fausse de l'entreprise. Aussi, nous avons les coûts qui est élevé, le manque de sensibilisation consommateurs qui ne savent pas des enjeux environnementaux. Il y a aussi l'absence des réglementations gouvernementales comme en République démocratique du Congo et aussi la complexité. Nous avons aussi parlé comment le surmonter. Il faut faire de la transparence, utiliser les certifications, sensibiliser ou éduquer les gens constamment, faire de sorte que vos produits soient sur le marché ou sur le marché local ou international. Aussi, vous pouvez vous associer en tant qu'entreprise qui milite sur le même
qui ont le même engagement. Et puis, vous pouvez avoir des spécialistes qui restent juste sur les dernières tendances en matière de marketing vers vraiment, c'est ce que j'avais préparé aujourd'hui. Je pense que sur notre sujet de savoir l'importance du marketing vers dans la conservation de la nature, vous avez vu, vous avez eu une idée. Et merci pour m'avoir écouté, bien sûr. Comme je le disais, je réponds au nom de Dr. Nelson Kunda et je viens de la République démocratique du Congo. Je salue tout le monde qui a participé à cette réunion et plus particulièrement, je remercie Nelson pour son intervention. Personnellement, c'est ma première fois d'entendre ce concept marketing vert. C'est un sujet vraiment intéressant. Mais je m'en vais directement poser la question à Nelson. Comme il l'a dit, il est spécialiste en marketing. Il donne cours au Japon. La conservation de la nature, c'est un sujet très sensible, comme il l'a dit, qui guette le monde. Et donc, si les gens ne s'y mettent pas, le monde serait vraiment en danger. Mais maintenant, vous qui fréquentez les pays comme le Japon, est-ce qu'il n'y a pas de mesures qu'on essaie de prendre pour essayer de contraindre aux gens en fait qu'ils puissent s'approprier ces concepts et surtout la conservation de la nature? Donc, ma question en bref, j'aimerais savoir s'il n'y a pas de mesures contraignantes, puisque ça ne sert à rien de continuer à parler à conservation de la nature. On fait ce que nous appelons le marketing, on sensibilise les gens alors que c'est un danger. Est-ce qu'il n'y a pas de mesures qui, contraignantes qui peuvent vraiment faire à ce que les gens se mettre d'accord avec ce concept de conservation de la nature? Voilà, c'est ça ma préoccupation. Voilà. Vraiment, merci, Dr. Ramon, oui, pour cette question. Vous avez raison. Il y a qu'est-ce que nous, c'est que notre gouvernement. Peut-être l'Afrique entière d'ailleurs peut faire un guse pour préserver la nature, notre planète. Je, je, je commencerai avec ce que Emmanuel Ouko, nous avons échangé, moi et Emmanuel Ouko, avant que vous me rejoigniez peut-être. Emmanuel Ouko a dit ceci. Nous avons un problème de politiciens qui font ce qu'ils veulent faire. Donc, pour dire, nous ne pouvons pas les contraindre vraiment à dire non, nous voulons ceci et nous voulons cela. Nous sommes des citoyens ordinaires, simplement qui peuvent voter ou qui ne peuvent pas voter. Mais avec la politique de l'Afrique, à contraindre les gens, tout d'abord, provient de politiciens. Pourquoi j'ai dit cela? Imaginez, vous qui vivez à Goma, imaginez si aujourd'hui notre gouvernement disait, alors stop pour la construction des maisons avec les planches. Qu'est-ce qui adviendra? Il y aura des protestations un peu partout. Mais vous savez Oui. que s'il y a une maison construite à Goma, maison de planches, entièrement de planches, mais vous pensez vraiment d'où proviennent ces planches? Il y a des arbres qui sont abattus. Il y a d'autres écosystèmes qui sont vraiment éparpillés un peu partout lorsque vous coupez un arbre. Donc, pour dire que cela provient tout d'abord de notre classe politique. Et au Japon, il y a des chercheurs et des recherches qui recommandent au gouvernement de faire ceci ou de cela. Mais en République démocratique du Congo, par exemple, nous participons dans cette soirée de la conservation de la nature. Il n'y a pas un politicien. Et si, par exemple, je donnais une proposition au gouvernement de faire une ou une autre loi, la classe politique peut-être ne m'acceptera pas. Et d'ailleurs, au Congo, là, vous connaissez que la politique, c'est vraiment, c'est un métier, je ne veux pas dire quelque chose là-dessus, mais peut-être Luco, peut-être mes secondaires dans ce que je viens en train de dire. Donc,
La politique au Congo est médiocre pour la conservation de la nature. Si, Luco, vous disiez ceux qui sont entrés vraiment de voir dans le parc national de Virunga à, OK, à Rutshuru, et cela vous donnerait vraiment quelques dégoûts à ce qui concerne notre détermination à la conservation de la nature. Donc, le problème, c'est la classe politique. Tout d'abord, Olivier, j'ai compris votre question. Le problème de la classe politique, si nous voulions aujourd'hui, bien sûr, nous pouvons contraindre les gens à bâtir des maisons, par exemple, sans planche. Mais il faudra aussi mettre des stratégies précises par le gouvernement. Si vous ne construisez pas votre maison avec le planche à gomme, qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Est-ce qu'il y aura des subventions de la part du gouvernement? Est-ce qu'il y aura des matières, de matières ou peut-être des outils qui seront disponibles pour avoir une autre maison qui n'est pas construite peut-être en planche? Au Rwanda, par exemple, vous ne pouvez pas voir une maison construite en planche parce que le gouvernement a adopté euh, la politique de la conservation de notre planète, des écosystèmes qui existent au Rwanda. Mais dans notre pays, ça ne passe pas. En Afrique du Sud aussi, il y a des lois, des réglementations qui régissent vraiment ce genre de pratiques ou d'activités qui sont inacceptables. Lorsque vous faites, vous brûlez par exemple quelque chose, par exemple, le genre à Goma ou le maison à Goma se brûle de temps en temps, d'une soirée à une autre. Et aussi, nous pouvons faire en sorte que nous ne bâtissons pas des maisons avec des planches ou d'autres les activités que nous faisons qui sont vraiment à l'encontre de la protection de la nature. Je ne sais pas ce que le mot dirait à ce que je viens de dire, mais je pense que c'est la politique ou la classe politique qui est à la base de la mauvaise gestion de la conservation de la nature. Le coup, vous pouvez peut-être intervenir parce que nous disions cela avant que les gens ne viennent. Qu'est-ce que vous pouvez dire c'est ce qui concerne ce qu'Olivier Mouiko vient de dire, même si vous ne travaillez au Japon, mais vous qui travaillez dans la conservation de la nature, spécifiquement à Lumangabo, vous exactement connaissez les enjeux, les défis de la conservation de la nature parce que d'ailleurs, vous en proposez comme votre futur sujet. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, merci Nels, docteur Nels, pour la parole accordée. Comme vous le savez, vous êtes un enfant du pays, vous maîtrisez très bien les concepts, vous maîtrisez les contours dans lesquels la conservation travaille, dans laquelle les agents de la conservation travaillent au niveau de la RDC. En fait, en général, la politique de la conservation au pays n'est pas vraiment bonne. N'est pas vraiment bonne. Pourquoi? Parce que tu comprendras qu'au niveau de toute la République, les problèmes sont vraiment complexes et similaires. Il n'y a pas vraiment de différenciation. Des fois, les mêmes problèmes qu'il y a au parc national de la Garamba, ce sont les mêmes problèmes qu'il y a à Upemba, ce sont les mêmes problèmes qu'il y a au Kaozibiega, ce sont les mêmes problèmes qu'il y a au parc national de Virunga. Bref, pour dire que le dossier ou le problème, le défi de la conservation, c'est la politique en place. Il n'y a aucune politique de la bonne gestion de la conservation en RDC. Ce qui fait que tout ce que les agents ou les acteurs environnementaux traversent au niveau du pays, c'est dit à cette classe politique qui ne s'intéresse vraiment pas à la conservation. On se demande, des fois, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que ces gens, ils aiment le pays? Est-ce qu'ils ont envie de revoir ce, ce pays émerger comme dans d'autres pays? Alors, il y a beaucoup de questions à se poser sur ce point-là. Alors, nous, étant acteurs de la conservation de la nature, défenseurs de la conservation de la nature, on essaie de mettre en place des stratégies pour contraindre toutes ces personnes-là, parce qu'ils hey, n'ont pas d'abord les soucis. Et nous qui avons les soucis, malheureusement, BIT a beaucoup de difficultés liées aux aspects financiers. Ce qu'on venait d'expliquer là, c'est, personnellement, c'est des concepts nouveaux, mais je trouve que aider à l'évolution. Si le pays peut déjà prendre des propositions comme vous venez de les donner là-bas, ça peut, on prend l'exemple d'autres pays. On prend d'abord le Kenya ou la Tanzanie. Ils se sont développés par rapport à tout ça parce qu'ils prennent tout au sérieux par rapport à la conservation de la nature. Il y a les parlementaires, je peux dire les députés, ils mettent en application
la loi qu'il y a pour gérer tout cet aspect. Au pays, chez nous, ici, nous avons des belles lois, mais fort malheureusement qui ne sont pas mises en application. Il y a beaucoup de défis que je pourrais, en fait, épingler lors de notre exposé. Mais pour vraiment compléter votre exposé, nous avons de sérieux problèmes. Et si nous, les acteurs, faisons pas vraiment gaffe, on risque de perdre tout ce que nous avons comme richesse. L'environnement, c'est un poumon économique qui peut aider au pays de se développer avec des concepts qu'on venait de dire au Mali, la conservation avec ce marketing vert et que les gens s'y mettent en faux. En tout cas, il y aura beaucoup de choses. Malheureusement, comme on venait de l'exposer ici, je vous ai suivi vraiment présentation. C'est un problème. Plus chez nous. Les gens qui veulent développer le domaine agricole, ils vont le faire dans les parcs, vous imaginez. Ils mettent des plantations dans les parcs, ils mettent tout, il faut le fond dans le parc. La carbonisation, qu'on venait de dire, le sillage, les maisons à Goma se construisent par des produits qui viennent du parc. La plupart des populations utilisent les produits, les charbons de bois qui proviennent du parc. Tu vois. La population de Goma mange la nourriture qui provient du parc. Donc, en fait, c'est des défis compliqués qui, avec les efforts des acteurs environnementaux, c'est tellement compliqué. S'il n'y a pas vraiment les soutiens d'abord de l'État congolais ou des organisations environnementales qui peuvent venir en aide aux gens qui sont sur place pour aider en fait qu'on fasse quelque chose. Vous imaginez un parc comme le Virunga qui, bon, selon l'histoire, comme venait de le dire mon frère Nels, euh, selon l'histoire, moi je savais que Yellowstone était le premier parc qui créé au monde. Après, Virunga a été le premier créé en Afrique. Quand tu me dis qu'il y a une autre, donc, je me dis, la science elle évolue, c'est une histoire que je ne savais pas. Et puis, on te dit, Virunga créé en 1925, disparaître parce qu'il il y a eu les responsabilités de notre part. C'est vraiment une honte pour le monde, c'est une honte pour nous, acteurs de la conservation. Et il faut qu'on essaie de voir comment faire. Alors, il y a une chose que les gens maintenant oublient par rapport à tout ça. Il y a une chose qu'on oublie, euh, les défis de la conservation au pays à plusieurs paramètres. Donc, il y a d'abord ce que je disais tantôt, les dossiers liés à la politique régionale, il y a des dossiers liés à la politique en place, et il y a aussi maintenant des dossiers liés à cette conservation participative. Quand on veut essayer de sensibiliser les gens, nous on tient compte beaucoup plus, on tient beaucoup plus compte des adultes, donc de personnes déjà matures, alors que sont choqués, ce ne sont pas vraiment eux, les, 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 les personnes cibles pour la destruction de l'environnement. Ce qui détruisent l'environnement, ce ne sont pas les personnes adultes, ce sont des enfants qui sont utilisés pour aller détruire aller détruire l'environnement en général. Mais on ne sait pas mettre en place, on ne sait pas mettre en place de mécanismes pour sensibiliser ces enfants, pour encadrer ces enfants. Alors, là, je reviens un peu. Bon, là, on va essayer de développer le sujet le jour où on va exposer. Il y a le livre qu'a écrit le directeur du parc, Emmanuel Demerode. Il a mis en place, un programme qu'on appelle l'Alliance Virunga. L'Alliance Virunga, c'est un programme qui développe, qui participe en fait à la réduction de de la pauvreté au niveau de la province. Alors ça tient compte toujours des personnes adultes. Mais on ne voit pas l'apport de ces enfants. Alors moi, personnellement, pour compléter son programme, j'ai mis aussi un autre programme qu'on va développer les jours de l'exposé, c'est le sport et la conservation. Comme vous le savez, les personnes cibles pour le sport, ce sont les jeunes enfants, ce sont les jeunes adolescents. Voilà un peu, en gros, cher docteur Ness, le sujet était tellement intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et c'était aussi la première fois
je participe à l'exposé. Malheureusement, j'ai déjà raté plusieurs. C'est dû aussi à d'autres exigences du boulot. Et le problème, comme vous le savez, dans la ville, c'est beaucoup de problèmes dans la ville de Goma. Et j'aimerais vraiment partager et développer beaucoup plus avec vous sur ce sujet. En tout cas, c'est très intéressant chez Dr. Nels. Merci pour votre contribution. Je pense que Mungwiko, Dr. Mungwiko est en train de nous écouter et d'écouter votre participation. Donc, Mungwiko, vous comprenez que mon confrère Ruko était en train vraiment euh, de faire, euh, de compléter ce que je disais, ce qui conduit à la politique de notre République démocratique du Congo étant vraiment la politique qui n'est pas favorable sur la conservation de la nature. À Goma, nous utilisons plus des produits qui sont vraiment nuisibles à la conservation. Nous consommons des charbons, nous consommons des planches, nous consommons, je ne sais pas, des bois de chauffage. Tous ces produits proviennent du parc national de Virunga. Et de plus en plus, si vous regardez, comme il est dit, notre parc a été créé dans les années 30, dans les années 20, si je ne me trompe pas. Je pense en 1929, je veux voir la date très bien. Mais vous comprendrez que et si vous révisez la carte de ce jour, et au fur des années, le parc national de Virunga est en train de se vaporer de plus en plus, voilà, devenir de plus en plus petit que son entièreté originale. Donc, la politique en République démocratique vraiment du Congo n'est pas favorable à la conservation de la nature. Mais il y a aussi une autre personne, c'est mon ami Chicha, qui me demandait aussi presque une similaire question ou une question similaire. Il disait bonsoir au docteur Nels et toutes les autres personnes. Et je me suis venu avec un petit retard. Je viens de la République démocratique du Congo. Ma question est celle-ci. Comment pouvons-nous faire le marketing de conservation de la nature, surtout ici à l'est de la République démocratique du Congo? Parce que chaque homme ici fait la loi, d'ailleurs, nos autorités qui devaient mettre de l'ordre dans cette conservation, ce sont eux qui collaborent avec le destructeur de la nature. C'est ce que nous venons de parler vraiment et c'est comme Luco a souligné. En République démocratique du Congo, les gens ne se soucient pas du lendemain ou du demain. C'est qu'ils voient simplement si aujourd'hui. Mais nous sommes des gens, nous sommes des humains. Nous procréons des jours au jour. Nous avons des enfants. Nous ne songeons pas vraiment de comment nos enfants vivront demain ou après-demain. Ce que nous songeons et ce que nous voyons, c'est simplement c'est aujourd'hui. Si vous disiez aux gens d'arrêter vraiment de consommer, par exemple, les charbons, ils vous diront, alors, qu'est-ce que nous pouvons utiliser? Bien sûr, c'est une question éminente. Parce que si les gens s'efforcent d'éliminer quelque chose, il faudra qu'il y ait quelque chose de substitution. Mais s'il n'y a pas de substitution, bien sûr, dans la République démocratique du Congo, il y a bien des gens, des grands politiciens qui sont vraiment à la base de la destruction de notre parc national de Virunga. Donc, c'est plus difficile. C'est plus difficile de faire le marketing, un phénomène vraiment général ici en République démocratique du Congo, parce que ces gens censés respecter les normes de la conservation de la nature sont ces mêmes gens d'ailleurs qui ne veulent pas que la conservation de la nature puisse aller de l'avant. Mais dans d'autres pays, comme mon frère Olivier l'a souligné, au Japon ou en Afrique du Sud, dans d'autres pays un peu avancés ou qui sont avancés, il y a certaines activités que vous ne pouvez pas poser, même si vous soyez de quel rang, militaire ou civil ou politicien ou quoi. Par exemple, brûler quelque chose. Vous ne pouvez pas brûler quelque chose parce que cela a un impact négatif sur notre planète. Vous ne pouvez pas consommer du charbon parce qu'il y a une stricte réglementation sur l'utilisation du charbon. Hélas, mais nous sommes confrontés à, par ces défis et nous sommes obligés de vivre la situation. Donc, Bachicha, c'est un peu difficile d'implémenter le marketing vert ici à Goma parce qu'il y a d'autres choses qui doivent être
réglé par les politiciens que par les gens ordinaires. Je pense que je vous ai répondu. La participation d'Olivier encore qui vient de dire merci beaucoup à vous tous et surtout au docteur Nelson qui nous a invités et partagé ses connaissances avec nous. Ça a été ma joie de prendre le marketing vert et je vous dis au revoir. Bah, vous comprenez qu'il y a des gens vraiment qui étaient souciés d'entendre et de comprendre qu'est-ce que le marketing vert et merci pour être venu bien sûr dans notre présentation. Merci pour votre réponse très, très intéressante. Euh, Juste pour ajouter, je pense que tout ce qu'on doit faire, c'est vraiment maximiser sur les campagnes de sensibilisation, ne pas se décourager, insister, insister et espérons que les choses vont avancer et changer avec le temps. Moi, j'ai une question, j'ai vu une très belle image. Je pense que vous parliez, Dr. Nelson, de Yellowstone. Voilà. Si vous pouvez élaborer, qu'est-ce que c'est? Ça ressemblait à un puits jaune tout autour. Voilà. C'est la particularité de ce parc national de Yellowstone. Et si, je sais pas, je voudrais partager, mais je suis pas à mesure de partager. Mais Yellowstone est un parc national aux États-Unis, bien sûr. C'est un parc merveilleux parce que c'est différent des autres parcs. Il y a des pierres jaunes, une terre jaune aussi. Et il y a aussi une sorte de pluie qui attire vraiment des touristes un peu partout. Peut-être je vous demanderai euh, d'en consulter ou voir le YouTube parce qu'il y avait des YouTube que j'ai consultés, aussi des images sur Google. Vraiment, c'est un parc le plus intéressant. Vous verrez que tout ce qui est dans ces parcs nationaux, d'ailleurs, je pense que c'est là qui a été à la base de la conservation de ce parc parce que avec la terre jaune, le pierre jaune et tout ce qui est dans le parc, et c'est presque jaune. Ça fait vraiment une exception de tout le parc que vous connaissez en 18, septembre 18, c'est comme ça. Maintenant, et si vous allez deep dedans et vous continuez avec votre recherche, vous comprendrez que la Mongolie, même si ce n'était pas un parc, comme on ne pouvait le dire, c'était une montagne d'ailleurs, ce ne peut pas un parc grandiose ou un parc à une grandeur, je ne sais pas, spectaculaire. Mais vous comprendrez que c'est le tout premier parc qui a été vraiment conservé d'ailleurs avant Yellowstone. C'est ce que je peux commenter sur Yellowstone et je ne sais pas si peut-être cette intervention vous a répondu, mais c'est cela ce que je peux vous partager là, ceci.